Nous sommes le samedi 6 août 2022. Merci à vous tous d'être avec nous dans le monde en 7 sur New World TV. On va analyser, comme on a l'habitude de le faire, les sujets d'actualité qui nous sont parus importants dans l'actualité de la semaine. Nous irons au Sénégal pour évoquer les législatives. Les résultats provisoires sont connus. L'opposition tient tête à la majorité de Macky Sall. On va parler également du Mali et de la République démocratique du Congo. Les missions de l'ONU dans ces pays sont désormais non grata. Et puis, en deuxième partie, nous évoquerons les missions de bons offices du Togo à N'Djamena après Bamako. Et pour parler de ces sujets, mes deux invités sur le plateau, c'est le député du nouvel engagement togolais, Vincent Ameganvi. Bonsoir Vincent Ameganvi. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur Niveau TV cet après-midi. Merci d'être notre invité face à vous. C'est un plaisir. Le président des forces socialistes de l'avenir, FSA, Germain Sossou. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir chers collègues citoyens députés. Bonsoir à toutes celles qui nous suivent actuellement. Et merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. On prend tout de suite la direction du Sénégal qui a connu donc les résultats des élections législatives de juillet dernier. Ces résultats donnent au coude à coude, il faut le dire, la majorité présidentielle, mais également les coalitions d'opposition. Sur les 156 députés que compte le Parlement sénégalais, Benno Bokk Yakaar du pouvoir n'obtient que 82 députés. Il lui manque une voix pour avoir la majorité. L'opposition, les deux coalitions de l'opposition obtiennent 80 députés contre 40 dans l'ancien Parlement. C'est dire qu'il s'agit finalement pour beaucoup d'un échec pour le parti au pouvoir, Vincent Ameganvi. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites également en regardant les résultats de ce scrutin? Oh, bien entendu, vous savez, avoir une majorité absolue et la perdre, c'est un échec. Il ne faut pas se voiler la face, c'est un échec. Aujourd'hui, le pouvoir a besoin de compter avec des coalitions s'il arrive à les avoir pour pouvoir avoir la majorité absolue, ou carrément rester dans la minorité composée avec l'opposition au moment venu. Donc c'est vrai que cette élection-là nous montre un peu que rien n'est acquis. Quand on est au pouvoir, rien n'est acquis. Tout peut arriver, vous pouvez perdre votre majorité. L'opposition sénégalaise s'était bien organisée et nous avons vu le résultat. C'est vrai que on ne va pas dire que l'opposition a gagné. Hein. C'est vrai qu'ils ont 80 députés. Si on réunit les deux coalitions, ils ont 80 députés. Et l'autre, le pouvoir en a 82, je crois. Donc, ce qui veut dire que c'est vrai que le pouvoir est toujours en avance, mais l'opposition a fait ce qu'elle n'a jamais fait. L'opposition a fait aujourd'hui ce qu'elle n'a jamais fait. Tous les observateurs, tous les médias s'entendent à dire que oui, c'est inédit et que c'est la première fois qu'un parti au pouvoir perd la majorité absolue aux élections législatives au Sénégal. Donc c'est une bonne leçon pour nous et il faut dire, pour revenir à la question, oui, c'est un échec pour le pouvoir. C'est un échec. Ils doivent composer, ils doivent réfléchir beaucoup pour voir comment essayer de s'en sortir pour diriger le pays. Parce que là, on rentre dans une cohabitation qui ne dit pas son nom. Germain Sossou, vous analysez également cela sous cet angle d'échec du pouvoir de Macky Sall? Non, l'expression, oui, l'échec était consommé depuis. Lorsque vous êtes un observateur de la scène politique et de ce qui s'est passé au Sénégal jusqu'aux élections législatives, vous allez vous rendre compte qu'il y a une volonté manifeste au Sénégal de changer l'équipe dirigeante. J'ai, moi, personnellement, espéré que l'opposition devait avoir la majorité. C'est vrai que c'est des résultats provisoires. J'ai bon espoir parce que, contrairement à mon pays, le Togo, où il y a une expression démocratique qui s'exprime clairement au Sénégal, ça aurait été par exemple notre pays que vous aurez vu le truc contraire, c'est-à-dire que vous avez une population qui en a ras le bol d'un dirigeant,
Mais quand vous arrivez aux élections, vous voyez le résultat contraire. Ici, vous avez effectivement l'expression de l'élan politique qui se fait au Sénégal. Mais je voudrais aussi dire qu'au-delà même de l'échec qui s'observe, les élections qui se sont déroulées tout récemment au Sénégal augurent ce qui va se passer bientôt à l'élection présidentielle. C'est pour cela d'ailleurs que la cohabitation dont parle le député tout à l'heure, certainement va être une nécessité, mais va signer par anticipation la fin de l'ère Macky Sall, certainement. Voilà. Alors, du côté des Sénégalais, comment on analyse ces résultats? Nous allons suivre rapidement quelques réactions dans cet élément. C'est une grosse défaite que le camp présidentiel a reçu. Là aussi, c'est un message fort par rapport aux Sénégalais qui ont voté, en lui disant que là, votre gouvernement, on ne veut plus de vous. Là, vu les tendances des locales et des législatifs, je ne pense pas qu'il osera dire un troisième mandat et tout comme ça. Franchement, je ne pense pas. Un troisième mandat ne sera pas accepté au Sénégal. Parce que là, même s'il va au troisième mandat, on va le battre en élection. Ça, c'est sûr. Les résultats ont parlé. Et c'est pas mal du tout, puisque les Sénégalais ont voté la plupart du temps pour la coalition, l'intercoalition Yewwi Wallu. Donc, ce qui veut dire que peut-être que c'est un signal fort à l'endroit du parti au pouvoir, à savoir la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, j'espère que le message est bien passé, quoi. Voilà donc pour la réaction de quelques Sénégalais. Quand on entend clairement les interventions, surtout le premier, on a comme l'impression que un peu Macky Sall a été sanctionné parce qu'on lui colle des velléités de troisième mandat. Bien entendu, je pense que c'est une sanction. C'est parce que on lui prête des intentions d'un troisième mandat. Et il n'a rien fait pour démentir cela. Donc, il a prêté le flanc. Et bon, vous savez, les populations aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de troisième mandat dans nos pays africains. Oui. Et donc, c'est une sanction. Mais il faut dire aussi que on voyait ça venir. Hein. Vous avez vu déjà au moment des élections locales la dernière fois. Mais l'opposition a pris... le vent était déjà en cours pour l'opposition. Et donc, c'est le résultat, c'est une suite logique qu'on a vu pour ces élections législatives. C'est vrai que le président Macky Sall n'a pas dit ouvertement qu'il veut faire un troisième mandat. Mais les intentions sont là, on lui a prêté les intentions et il n'a rien fait pour démentir cela. Il a juste dit on verra après les élections, qu'il est concentré sur les élections législatives. Donc tout ça là, toutes ces choses-là font en sorte que les gens pensent que vraiment il a envie de faire un troisième mandat. Oui. Et voilà où on en est. J'aurais été à sa place s'il n'avait pas, j'allais démentir ça depuis et essayer de... Ça aurait plutôt changer, je sais pas, hein, ça pourrait plutôt changer la donne, parce qu'il ne ferait pas de troisième mandat, il aurait dit ouvertement qu'il ne ferait pas de troisième mandat. Et bon, il y aura peut-être une mobilisation plus accrue autour de lui, autour de son regroupement, pour pouvoir peut-être gagner les élections. Mais il faut aussi dire que, quoi qu'on dise, il est décrié. Il est décrié dans le pays. Sa gouvernance est décriée au Sénégal et je pense que c'est dans la suite logique des choses qu'il a été sanctionné. C'est le bon mot, je pense, qu'il a été sanctionné. Oui, justement, pourquoi un président comme lui, on connaît les contextes aussi dans lesquels il est venu au pouvoir, c'est parce que son prédécesseur a voulu tenter le troisième mandat que lui, il a ravi la vedette. Pourquoi il laisse planer ce doute? Pourquoi il ne dément pas comme l'avait fait l'ancien président nigérien? Oui, bon, enfin, les présidents ne sont pas les mêmes. Et puis la situation aussi également. Vous savez, quand mon concitoyen Amégavi disait tout à l'heure qu'il aurait peut-être rassuré en disant « je ne serai pas candidat ». Mais en politique, vous savez bien que moi, que les paroles n'engagent que ceux qui les tiennent. Vous savez, un responsable politique, il n'y a pas que sa volonté. Il y a autour de lui tout l'arsenal. Vous avez le président ivoirien qui a suscité la plus grande admiration à un moment donné au niveau de la jeunesse lorsqu'il a dit
qu'il devrait passer la main à la jeunesse. Mais la suite, tout le monde la connaît. Donc, même si Macky Sall avait dit qu'il ne se présenterait, personne ne l'aurait cru. D'autant plus qu'avant ces événements, il y a eu beaucoup de choses. Jusqu'à le fait que le principal opposant, celui qui probablement, je dis probablement, serait le candidat de cette grande coalition à l'élection présidentielle 2024, voilà, n'est pas candidat. Vous savez comment les choses sont passées. Donc, bon, alors, la velléité d'une personne, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est dans les actes. Lorsque la personne pose des actes, vous savez que de ces actes, chez nous, le président togolais n'a jamais parlé, mais nous étions convaincus qu'il avait envie de remplir. Et aujourd'hui, un homme comme moi, je suis toujours convaincu que si le président togolais a la possibilité, il restera président à vie. Et rien ne peut me demander. Donc, c'est les actes. On peut pas dire qu'il restera président à vie parce que, vous savez, aujourd'hui, la Constitution ne le permet plus ça. On a limité les mandats aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. C'est juste une parenthèse que je voudrais, mais c'est-à-dire connaissant les actes des hommes politiques que j'ai eu à connaître, comme vous le dites, si on a verrouillé la Constitution, on l'avait verrouillé, les gens ont déverrouillé. Donc celui qui a déverrouillé a la possibilité de le faire. Donc c'est pour cela que je n'en fais pas confiance. Dans tous les cas, il y a un aspect que vous avez dit qui était, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et donc vous allez voir que, contrairement, je regrette souvent de faire allusion à mon pays où vous n'avez pas ce foisonnement de l'engagement des jeunes en politique au Togo. Dans les autres comtés comme au Sénégal, vous avez les jeunes qui s'engagent et qui n'ont pas peur, qui s'expriment. Et donc je reste persuadé qu'au-delà même de la sanction, je crois que les Sénégalais ont voulu véritablement repositionner leur pays parce que vous l'avez dit, depuis le président Ouad jusqu'à Macky Sall, beaucoup de l'eau a coulé sous les ponts et à un moment donné, on ne reconnaissait pas cette tradition démocratique au Sénégal qui était un exemple pour l'Afrique. Donc, mais les Sénégalais, à chaque fois, ont réussi à repositionner les choses. Effectivement, sous Ouad, il y avait un problème comme ça et Macky Sall était apparu comme l'alternative. Donc, les gens espéraient que lui, c'est pour cela que le député disait qu'il aurait dû au moins rassurer les uns les autres. Même si je dis que ça ne devait rassurer aucun acteur politique africain, ça aurait été engagé. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus des velléités. Et je dis que le jeu n'est pas encore joué. Ce n'est pas parce que l'opposition joue à coude avec le pouvoir que si Macky Sall a l'intention de remplir, il ne continuera pas. Et donc, je crois que c'est les jours qui vont nous démontrer, mais je sais toujours compter sur la mobilisation des Sénégalais, parce que s'ils ont réussi à faire partir Ouad, on sait comment Ouad est venu, s'ils ont réussi à le dire non, c'est pas Macky Sall qui ne diront pas non. Voilà. Alors, quand on revient dans le fond sur les résultats, moi je repense encore au propos de l'ancienne première ministre Aminata Touré, qui est également la meneuse de la liste du pouvoir, qui dit nous avons gagné haut la main. Mais il faut quand même reprendre les chiffres. Dans le Parlement sortant, la majorité avait 120 députés. Elle va se retrouver avec 82. C'est comme si vous étiez premier avec 16 de moyenne et celui qui vous suit, le deuxième, avec 10,50. Maintenant, vous êtes premier avec 10,75 et le deuxième à 10,70. Et vous dites, j'ai gagné très fortement. C'est un discours politique, simplement. C'est un discours politique. C'est un discours politique. Elle peut pas dire autrement. C'est vrai, les chiffres sont là. Même si on prend les résultats dans l'ensemble, c'est vrai qu'ils ont la majorité, mais si on prend les suffrages, l'opposition a gagné. Si on prend les suffrages, mais l'opposition a gagné. Ils sont en avance. L'opposition est en avance sur le pouvoir. Maintenant, le scrutin, le scrutin qu'on a permet aujourd'hui que le pouvoir passe. Et ils vont dire qu'ils ont la majorité, certes, mais ils n'ont pas la majorité absolue. Donc c'est ça la réalité. Maintenant, son discours, c'est un discours politique. C'est vrai qu'il y aura, ce sont les résultats provisoires. Hein. Il y aura des contestations, il y aura peut-être des reprises. Et après, la Cour constitutionnelle peut-être va donner les résultats qu'on aura. On ne sait pas s'il y aura changement ou pas. Mais au jour d'aujourd'hui, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir, chacun crie qu'il y a scandale, qu'il y a fraude. L'opposition même avait demandé la suspension de la proclamation des résultats en attendant de voir mieux, de voir plus clair dedans. Mais bon, aujourd'hui, vu que aussi ils ont eu une bonne majorité, bon, c'est pas une majorité, mais ils ont eu une bonne position.
ils ne sont plus trop revenus dessus. Donc je pense que oui, aujourd'hui c'est le camp du pouvoir qui demande à ce qu'on refasse quelques comptes ici ou là. On verra ce que ça va donner avec les résultats définitifs. Aujourd'hui ce sont les résultats provisoires et on espère que bon moi je ne pense pas qu'il y aura de grands changements. Hein. Aujourd'hui ce sont les accords qui vont déterminer celui qui va réellement gouverner le Parlement, le Parlement sénégalais. Mais est-ce que la majorité qui était habitué à faire passer des lois sans consultation parce que fort d'une large majorité dans la majorité absolue peut réussir aujourd'hui parce que quand on voit la carte qui se dessine, il y a 3 faiseurs de roi. Ce sont 3 petits partis qui ont chacun un député qui, s'ils donnent un à la majorité présidentielle, donc peuvent faire basculer les choses. S'ils en donnent 3, s'ils rejoignent l'opposition, peuvent faire à nouveau basculer les choses. Donc vous avez compris, donc nous en rentrons dans les intrigues politiques. Mais je dis que ça, c'est un fait. Vous savez, aujourd'hui, et M. Amigan a su bien dire que, même si ce n'est pas des résultats définis, c'est des résultats provisoires, moi, je trouve que, quel que soit ce qui va se passer, les choses vont se jouer au niveau de ces partis dont a fait allusion M. Samuel. Mais je crois que l'opposition sénégalaise devra rapidement anticiper sur le reste des événements. C'est-à-dire que on va rentrer dans une coalition, dans une cohabitation. Même si Macky Sall refuse, il dit à un député près, ils vont garder la primature, puisque vous savez que ça aussi c'est un débat. C'est un débat où, à un moment donné, quelqu'un qui fut Premier ministre, qui a sauté la primature et qui en décide de ramener, vous savez, c'est un jeu qu'il a eu à faire. Donc même s'il décide d'avoir le gouvernement, c'est que, à moins qu'il montre à la face du monde qu'il n'est pas un démocrate, pour que les opposants ne soient plus au gouvernement, et qu'il n'ait pas de portefeuille ministériel. Vous savez que Wade lui-même, qui est aujourd'hui, qui est dans la grande coalition, enfin dans les 2 coalitions, avait fait l'expérience antérieurement où quand il était dans l'opposition, il rentrait au gouvernement. C'est pas Wade qui va refuser que ces hommes aillent dans le gouvernement, parce qu'ils savent, quand vous êtes dans le gouvernement, ce que vous avez à gagner. Surtout qu'il y a à préparer les élections. Donc ça voudrait dire quoi? D'une manière ou d'une autre, Macky Sall ne préparera plus les élections présidentielles à lui seul. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est déjà une grande victoire. Les élections présidentielles c'est en 2024. Donc, les dés ont été joués. Donc, l'opposition fera en sorte que, non seulement, déjà, ils sont à l'Assemblée, donc les lois, comme vous le dites, ça va plus passer à la pousse commandante. Ça, c'est une grande victoire. Ensuite, ils vont faire en sorte qu'ils comblent les trous. Ce qu'ici, nous refusons de faire. Donc, très simplement, je supplie souvent les aînés à dire qu'en politique, il y a des choses, il y a des leviers de pouvoir qu'on ne laisse pas tomber. Parce que vous avez des choses devant. Donc, le Sénégal, vous avez les choses vont changer. Et je suis persuadé même que comment l'appelle-t-on, Macky Sall doit maintenant réfléchir par 2 fois pour reculer. S'il a empêché Sanko, je dis s'il a empêché, si des choses ont été faites pour que Sanko ne soit pas candidat, je reste convaincu qu'ils vont rester dans l'antichambre pour voir comment ils vont tout faire pour qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. C'est pour cela que je dis l'opposition, aujourd'hui, ce qui se passe est un fait. C'est de se projeter par rapport à 2014. Quelles sont les intrigues possibles que Macky Sall serait amené à faire contre surtout celui qui peut mobiliser aujourd'hui la majorité de la jeunesse sénégalaise, c'est un certain Sonko. Quelles sont les intrigues qui pourraient être faites pour qu'il ne soit pas... C'est à ça qu'il faut. Et donc, le cap doit être mis sur 2024 et faire en sorte que tous les trous qu'ils pourront boucher, politiquement parlant, pour que cette élection puisse amener, comme Wade, Macky Sall aussi aller à la retraite politique. Voilà. Alors, on parle de ces 3 petits partis. Il y a aussi un problème avec l'opposition. Durant la campagne, et surtout dans les derniers jours, Ousmane Sonko a taxé ces 3 partis d'être des satellites du parti au pouvoir. Eux, ils se sont réclamés d'être de l'opposition. Maintenant, c'est eux qui vont être courtisés. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu des erreurs que font un certain nombre de grands partis d'opposition? Non, ce ne sont pas forcément des erreurs, mais c'est l'enjeu politique du moment. C'est vrai qu'ils auraient souhaité qu'ils rentrent dans leur grande coalition pour faire ensemble le travail et peut-être gagner, ne pas aujourd'hui être là à discuter de qui va faire qui, roi ou pas. Maintenant,
comme je le dis souvent, même au Togo ici, l'opposition elle est plurielle. Hein. On ne peut pas tous voir dans la même direction. C'est l'essence même de la démocratie. Taxer des gens d'être à la solde du pouvoir et tout, on a eu ça au Togo, on a vu on connaît les conséquences. Par contre, aujourd'hui, l'opposition sénégalaise a été, à la limite, assez responsable. En dehors de ces mots déplacés, propos déplacés, que Sonko a eu à l'égard de ces partis, ce sont aussi, il faut dire aussi que ce sont des coalitions de partis. Hein, ce ne sont pas des partis uniquement, ce sont aussi des coalitions de partis qui ont eu ces sièges-là. Donc, les propos à l'égard de ces partis-là peuvent frustrer. Maintenant, les partis, ces coalitions de partis ont dit qu'ils sont de l'opposition. Ils ont revendiqué leur appartenance à l'opposition. Maintenant, c'est maintenant qu'ils doivent le prouver. Maintenant, voilà, c'est maintenant qu'ils doivent prouver. Maintenant, une chose est de dire que nous sommes de l'opposition, mais une autre chose est de se rallier à l'opposition. Oui, on peut se dire qu'on est de l'opposition sans forcément appartenir à une coalition d'opposition. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour ces partis, c'est peut-être de ne pas rejoindre un des camps, mais peser sur les débats à l'Assemblée nationale. Oui. Parce que au moment venu, chaque parti, chaque bloc, il ira solliciter l'appui de ces. Je serai à leur place. Je ne sais pas, je serai à leur place que je garderai ma position jusqu'à la fin. Maintenant, ça peut se jouer contre eux, ça peut leur jouer des tours peut-être, parce que on va continuer par les taxer de proches du pouvoir, parce que soit, comme on le dit ici, soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Maintenant, si vous n'êtes ni avec le pouvoir, ni avec l'opposition, comme nous sommes des centristes, nous revendiquons que nous sommes des centristes, et nous l'affichons fièrement, mais ils peuvent être la partie médiane, la partie, quand c'est chaud, mais c'est eux qui vont décider. Maintenant, s'ils rejoignent un des deux camps, ils ont cette liberté. Ils ont cette liberté. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, parce que ces propos de Sonko dans le temps ne fragilise un peu ces discussions qu'il y aura entre maintenant, peut-être que ce ne sera pas lui, que ce ne sera pas Sonko au devant des discussions, ce sera d'autres personnes qui sont plus ouvertes et qui vont discuter avec ces trois partis, ces trois coalitions, pour pouvoir les faire rejoindre. Ce qui sera difficile d'ailleurs, parce que ce sont des gens, certains parmi eux ont déjà travaillé avec le pouvoir. Certains d'entre eux ont déjà travaillé avec le pouvoir, donc certains ont des affinités peut-être avec le pouvoir. C'est pour ça même que Sonko disait qu'ils sont à la sorte du pouvoir. Maintenant, ce sera compliqué, mais pas impossible, parce que les gens ont revendiqué. Les gens ont dit qu'ils sont de l'opposition, et c'est le moment de le prouver, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le peuple sénégalais est très rigoureux sur ces genres de questions. Vous avez vu tous ceux qui, dans la législature passée, ont fait des ralliements avec le pouvoir. Cette législature, ils ne sont pas passés. Tous ceux qui ont rejoint le pouvoir, ont rejoint le camp du pouvoir, ils sont passés à la législature en tant que parti politique, et ils ont rejoint le pouvoir. Ils ne sont pas passés. C'est ce qui a fait même que le pouvoir a chuté de 140, a perdu 40 places pour ces élections. Oui, mais ça n'empêche pas, et Vincent Meganville l'évoquait, on est aussi dans un pays de transhumance politique. Oui, mais la transhumance politique, ça c'est un mot que vous savez, la politique c'est une question. Lorsque vous voulez faire la politique, vous devez être vraiment capable de faire des calculs. C'est un peu ça. Et pour revenir à la question même, c'est-à-dire que je suis d'accord avec mon ami qui dit il faut garder sa neutralité. D'accord. Oui, pour l'essence même de la démocratie à l'Assemblée, ces partis charnières peuvent ne pas forcément s'allier, ni avec l'un ou l'autre, mais à l'élection présidentielle, ces partis devront véritablement se prononcer. Mais ils peuvent être candidats aussi. Oui, c'est ce que je dis. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ces partis peuvent s'organiser pour être candidats. Mais il s'agit de l'élection présidentielle. Vous savez, les élections législatives communales ou régionales,
Ce n'est pas la même chose que l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est un individu seul que vous allez élire. Et lorsque vous vous permettez d'émietter vos forces, et donc parfois, quand vous êtes un regroupement de partis politiques, c'est l'honnêteté de se dire, bon voilà, je suis un ensemble de partis politiques, mais le poids que j'ai actuellement ne me permet pas d'atteindre l'objectif. Donc, en m'alliant avec ce groupe-là, c'est comme ça par exemple que les gens se demandent, mais quand chez nous, il y avait l'élection présidentielle de 2020, pourquoi les forces de l'avenir ne se sont pas, ont donné leur caution à tel groupe. Parce qu'en politique, c'est ça aussi. Mais les gens sont étonnés aussi qu'après, ils ne voient pas les forces de l'avenir comme membres de la DMK. Et nous, il a fallu, parce que c'est pour cela que quand vous avez l'indépendance, vous avez votre indépendance, tout en regardant la scène politique et en apportant vos choix, vous êtes plus libre que quand vous vous inféodez. Parce que quand vous vous inféodez, à partir du moment, vous n'avez plus la liberté de parole. C'est pour cela que je dis, à l'Assemblée, oui, ces partis charnels peuvent jouer la démocratie, mais à l'approche de l'élection présidentielle, ils pourront aller aux élections. Mais quel est le poids? Mais à partir de cet instant que vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire véritablement le poids pour prendre le pouvoir, vous êtes obligé, à partir de cet instant-là, de vous rallier. Et ça, c'est un ralliement momentané. Heureusement que les élections sont à 2 tours et qu'ils pourront au deuxième tour afficher leur position. Le débat qui est clair là-bas au Sénégal, c'est qu'il y a eu un malentendu au départ de la part de Sonko qui dit, mais ce ne sont pas des partis de l'opposition. Donc aujourd'hui, il appartient aussi, ce n'est pas seulement les partis charnières qui doivent aussi forcément montrer, c'est aussi une nécessité pour eux de démontrer véritablement qu'ils s'engagent contre ce qui va se passer. Parce que ça va s'agir d'un référendum, au-delà du changement, parce que le Sénégal n'est pas comme le Togo. Le Sénégal est coutumier de la démocratie. Le Togo, nous sommes dans une façade ou dans une démocratie de construction. Donc là-bas, au Sénégal, c'est très différent comme le Togo. Donc ici, à l'élection présidentielle, ils devront se prononcer. Auquel cas, c'est que c'est le lynchage, je peux utiliser le mot, c'est pas au niveau des partis politiques, c'est au niveau du peuple lui-même, qui, comme vous l'avez dit, est très regardant. Mais à partir du moment où ça devient comme un référendum, pour ou contre, pour faire partir Macky Sall, si vous vous amusez à dire non, vous allez jouer, comme vous l'avez dit, au centrisme pour dire non, là-bas c'est un enjeu. C'est pour cela que les forces de l'avenir au Togo, il s'agissait de faire partir l'individu, il fallait se positionner clairement. Voilà. Quitte à maintenant assumer si vous avez reçu ou pas. Voilà comment les choses se font. Et surtout dans le contexte sénégalais, il ne faut pas oublier que si on tient compte des résultats et qu'on parle de sanctions, il faut faire attention à ne pas aller s'allier avec celui que le peuple a sanctionné, au risque d'être soi-même l'objet de sanctions. Ma dernière question sur le sujet avant qu'on quitte, c'est passionnant d'analyser les résultats des élections au Sénégal. On a l'impression que la transparence est toujours au rendez-vous. Mais moi, j'ai envie de savoir quel est le secret de l'opposition au Sénégal et les autres pays ont du mal à appliquer ce genre de choses. Il faut dire aussi que c'est la tradition. La tradition sénégalaise. Le Sénégal est un pays, mon cher ami l'a dit tout à l'heure, ils ont la culture de la démocratie. Et ils ont un peuple fort. Un peuple qui n'hésite pas à aller au front. Un peuple qui n'hésite pas à aller dans la rue. Et ils ont des associations, une société civile qui est assez forte. Donc, vous allez voir que aujourd'hui, au Sénégal, on n'a pas peur de travailler avec le pouvoir. Tu peux être de l'opposition, travailler avec le pouvoir, au moment venu, tu pars, et tu poses ta candidature, et tu te présentes, et c'est le cas de Macky Sall. Abdoulaye Wade, de Macky Sall, et d'autres personnes. Donc, ils n'ont pas peur de travailler avec le pouvoir, et au moment venu, prendre leur distance. C'est nous au Togo ou dans d'autres pays, tu rentres dans un gouvernement, automatiquement, on te taxe de vendu, de corrompu, de tous ces noms d'oiseaux-là. Et puis, ça ne permet plus au peuple ou bien à la population qui a voté de vous donner confiance, de vous faire confiance pour la suite des événements. Donc, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Le plus que le Sénégal a sur nous autres pays, c'est qu'ils ont cette confiance-là en leur leader. Quand tu as un discours innovant, tu as un discours rassembleur, tu as un discours qui semble plaire au peuple, ils te soutiennent. Ils te soutiennent. Et ce qui est bien encore, c'est que au moment venu, quand tu fais des promesses que tu n'arrives pas à les réaliser, ils te sanctionnent. Et ils te sanctionnent. Et que quand tu te mets dans la tête que tu veux avoir des velléités pour poursuivre, mais ils te sanctionnent. Ils t'empêchent
à la régulière. C'est le cas d'Abdoulaye Wade. Oui. Donc, ce sera sûrement le cas de Macky Sall. Espérons qu'il ne va rien tenter. J'ai l'impression, quand j'observe la scène politique sénégalaise, j'ai l'impression qu'au-delà des aspects que le concitoyen a présenté, qu'il y a un autre aspect qui ne transparaît pas, mais qui joue le jeu, qui fait qu'au Sénégal, les choses marchent. Que quand cela tente quand cela tanque, ça finit par... Il me semble que là-bas, l'élite est libre et indépendante. C'est-à-dire que l'élite est indépendante. De l'intelligence. L'intelligence, par exemple, parce que je me demande, je ne suis pas encore allé au Sénégal, mais je me demande, j'ai l'impression que là-bas, les institutions ne sont pas inféodées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça doit véritablement, ça demande à ce que les choses soient. Les professeurs d'université peuvent sortir là-bas, s'exprimer sans qu'on leur fasse quoi que ce soit. Ils ont une société civile assez forte. Voilà, chez nous, par exemple, je le dis parce que moi j'ai côtoyé un certain nombre d'enseignants d'université avec qui parfois nous qui vous donnent des idées, mais qui ne sont pas capables de prendre la parole. Voilà. Et donc, lorsque vous êtes dans un État, dans une cité, que vous avez des gens qui sont à l'université, qui sont nombreux, qui doivent être l'avant-garde et qui se cachent. Il y a un problème en démocratie. Au-delà de ces professeurs, ces hommes qui ont une culture livresque, s'il faut le dire ainsi, il y a également que les institutions. Quand vous prenez par exemple la CENI, la Sénat, la CENI ou la CELI chez nous, chez eux là-bas, par rapport à ces choses, j'ai l'impression que la corruption n'est pas aussi criade comme chez nous. Les gens ont des valeurs. Et quand ils ne sont pas d'accord, vous ne pouvez pas avec l'argent les corrompre. Et au-delà de ces personnes, vous avez même les juges et tout ça qui sont capables de dire non à un moment donné. Et donc, à partir de cet instant, les débats démocratiques peuvent se faire à la base, mais vous avez au niveau de la citadelle des gens qui sont comme des sentinelles qui peuvent à tout moment... Et quand je le dis, je vais jusqu'à même dire au niveau de l'armée, quand vous prenez l'armée sénégalaise, il faut fouiller, vous allez voir les officiers. C'est des gens qui ont fait soit le 3, qui ont fait des grandes études. Il faut voir les généraux que vous allez voir. C'est un peu différent. Aussi, hein. Oui, mais je sais, ça commence par venir chez nous, oui. Mais je ne parle pas seulement du Togo. Mais pourquoi? Parce que l'armée aussi, c'est aussi un vecteur, par exemple chez nous, qui fait que la démocratie aussi ne marche pas. Mais chez eux, vous ne pouvez pas appeler les carterons, les généraux, et vous allez penser que devant vous avez des carterons de généraux. Non, vous avez des gens qui savent qu'ils ne sont pas des politiques, et qui, quand ils veulent être des politiques, sont capables de se déshabiller pour être des politiciens. Ce n'est pas chez nous. Chez nous, les gens, vous avez des gens qui sont des ministres, qui sont des généraux, mais qui arborent la tenue d'un parti politique, qui font campagne, alors que c'est... Donc quand une république fonctionne comme ça, c'est normal que quand les gens veulent se lever, ils aient peur. Il faut voilà un peu les leviers sur lesquels qu'il y a la religion qui joue beaucoup aussi. Hein. Oui. Quand c'est chaud, il y a un consultant qui est revenu du Sénégal la dernière fois qui me disait que au moment où ça devient chaud, il y a les grands imams, les grands marabouts qui interviennent, qui appellent les responsables politiques pour leur dire que c'est le pays nous appartient à tous et il faut vous entendre. Et que ça joue beaucoup aussi. Oui, c'est important. Merci beaucoup. On va passer rapidement au second sujet, c'est le Mali et la République démocratique du Congo. Dans ces pays, une particularité, les deux pays accueillent des missions de l'ONU, la MINUSMA au Mali, la MONUSCO en RDC. Mais ces missions, il faut le dire, sont non grata depuis quelques mois déjà, très critiquées par exemple en République démocratique du Congo pour absence de résultats. La RDC a la particularité d'être le pays qui accueille la plus longue mission de l'ONU au monde, qui est déployée dans l'est du pays. Mais quand on regarde sur le plan sécuritaire, le résultat n'est pas au rendez-vous et cela finit souvent en affrontement, comme c'est le cas en RDC actuellement. On va regarder dans cette illustration visuelle et sonore et on revient pour le débat. J'étais près de l'avenue de l'hôtel lorsque la MONUSCO est arrivée et a commencé à tirer sur les gens. Ils voyaient les gens et tiraient sur n'importe qui. On m'a tiré dessus alors que je me cachais pour essayer de voir ce qui se passait. Je suis tombé et je me suis traîné sur le sol pour me mettre en sécurité parce qu'ils m'avaient tiré dans la jambe. La personne qui m'a tiré dessus avait un uniforme militaire. Il sortait de véhicules de l'ONU appartenant à la MONUSCO. Et après ça, après l'ouverture de la barrière, eux-mêmes se sont donné le courage de passer et entrer dans la cité. Et là, ils ont commencé directement à tirer sur la population qui était à colère de l'entrée de ces casques bleus au niveau de ces Kassindi. Voilà donc quelques témoignages sur ce qu'on peut qualifier de bavure commise par
les soldats de la mission de l'ONU qui revenaient d'ailleurs, il faut le dire, de vacances et qui ont forcé un barrage. Mais tout cela, Germain Sossou, n'est que la résultante d'une inimitié qui commence par s'installer. L'ONU est là, ne fait pas le job. C'est ce que ressentent les gens. Non, voilà. C'est-à-dire que ça se résume tel que vous avez dit. Mais il faut, comme nous sommes en train de faire le débat, il faut rappeler un certain nombre de faits à nos concitoyens. Vous savez, l'ONU, à travers ses institutions, la MONUSCO, tout ça, là, l'objectif primordial, c'est d'assurer la paix, en fait. Donc, normalement, nous sommes arrivés à une phase où il faut faire le bilan. Ce n'est pas seulement au niveau de la force Barkhane où nous avons eu à discuter ici en disant les missions de l'ONU en Afrique doivent faire objet aussi des bilans. Et lorsque vous pensez sur le bilan de la présence des forces de l'ONU, que ce soit la MONUSCO ou tout ce que vous connaissez, dans la pensée collective des Africains aujourd'hui, c'est que le bilan est négatif, il est très négatif. Et je peux vous assurer que aujourd'hui, c'est pour cela que tout à l'heure je parlais de la jeunesse africaine en disant que à l'heure des réseaux sociaux, vous avez des informations qui circulent comme des petits bouts de pain. Et nous savons que depuis les années 60, quand l'Afrique est rentrée a souhaité être indépendante, c'est parce que l'indépendance aussi de l'Afrique, ça c'est un point d'interrogation. Mais nous savons, les premiers leaders africains, avec le recul, nous savons comment les gens ont été tués. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, les Africains font le point de la présence de ces forces-là. Quand vous prenez le cas de Lumumba, par exemple, aujourd'hui, vous avez des informations qui disent comment Lumumba lui-même a fait appel à l'ONU, pensant que l'ONU, qui était une institution neutre, allait aider à stabiliser. Mais ce n'est pas ces forces qu'on a utilisées pour même liquider ce leader. Quand vous quittez le cas de Lumumba, beaucoup plus proche, lorsqu'il y a eu des problèmes, que ce soit au Rwanda, quand il y a eu des problèmes même, en RDC, même où on a déployé ces forces de l'ONU, il est apparu à un moment donné qu'il y avait une certaine spoliation des richesses africaines. Et vous avez des informations qui ont circulé qui démontrent que c'est dans les véhicules de ces institutions-là qu'on prenait des longos d'or, qu'on se déplaçait. Donc c'est des informations qui sont à la connaissance des jeunes. Mais au-delà, les derniers événements, que ce soit au Mali, un peu partout, tout ça au Burkina, par rapport à ces forces, que ce soit à Barkhane, tout ça là, les gens se posent véritablement la question sur le résultat, des questions sur le résultat de leur présence. Surtout qu'à un moment donné, je me souviens à quelle année, où le pays Haïti, qui était un pays, qui n'avait pas connu le choléra en tant que tel, à un moment donné, il y a eu une maladie comme ça, il y avait les gens mouraient. Et quand on a fait les investigations, on s'est rendu compte que ce sont des forces de l'ONU qui ont transporté ces maladies. Vous voyez, c'est autant de choses. Et il est avéré aussi que ces forces aussi font des exactions, notamment on viole des jeunes filles, on fait les forces qui sont normalement censées instaurer la paix et le droit, viole le droit et viole les choses. Donc, à partir de cet instant-là, les gens ne voient plus le résultat. Et d'où, donc, la révolte des jeunes de la génération africaine. Oui. C'est ça même la question qui se pose aujourd'hui dans les pays africains. Le bilan de ces missions, c'est toujours négatif? Au jour d'aujourd'hui, oui, on dira que le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Avec les derniers événements, les récents événements, on fera le procès à ces institutions onusiennes qui viennent nous défendre. C'est vrai que ce sont des missions qui sont censées ramener la paix dans ces pays-là, maintenir la paix. Il faut dire que, vous avez dit tout à l'heure, MONUSCO, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. Oui. Parce qu'ils étaient là depuis 1999. Oui. Donc ça fait plus de 20 ans. Et quel est le problème que vous n'arrivez pas à régler pendant 20 ans? Voilà. Quel est ce problème-là qu'on est déçu pendant plus de 20 ans? C'est ça les questions que les gens se posent aujourd'hui. Parce que pour ramener la paix en RDC, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de 20 ans pour régler ce problème-là. Et on en a fait ailleurs. On peut ramener les acteurs à la discussion. On peut amener les acteurs à la table de négociation, discuter, trouver un terrain d'entente et libérer le plancher.
Et on est déçu pendant plus de 20 ans et on est dedans, on pense que c'est... c'est vrai, mon cher ami a dit tout à l'heure que oui, c'est peut-être à cause des richesses de ces pays-là que les gens sont là, ils sont toujours là, ils ne veulent pas partir. C'est peut-être vrai. Aujourd'hui, quand les populations se révoltent contre eux, et ils sont là en train de tirer. On a vu des vidéos amateurs où les gens ont tiré sur des citoyens. On a eu, j'ai lu le bilan la dernière fois, près d'une trentaine de personnes qui ont été tuées en RDC, dont quelques casques bleus aussi qui ont perdu la vie dedans. Donc aujourd'hui, ça devient compliqué quand vous êtes là pour maintenir la paix et que c'est vous qui causez du tort. Ils ont reconnu, c'est vrai qu'ils ont reconnu qu'il y a eu, comment ils ont qualifié ça, des bavures, et que les militaires qui ont tiré ont été mis aux arrêts, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, est-ce que ça suffit? Non. Vous allez voir que le Tshisekedi a dit la dernière fois que normalement la mission est censée aller jusqu'en 2024, mais qu'il doit mettre un plan d'urgence pour pouvoir faire partir la MONUSCO très rapidement. Parce que les gens sont outrés, les gens sont fâchés dans le pays. Et vous avez vu la dernière fois, le gouvernement a demandé que le porte-parole de la MONUSCO qu'on le remplace, parce qu'on a demandé son départ. Et ça, c'est le gouvernement qui demande son départ, qui demande le départ du porte-parole de la MONUSCO en RDC. Ça veut dire que on lui reproche même d'avoir tenu des propos qui ont mis les jeunes dans ces états-là. Donc ça veut dire que au fond, même les États, même le gouvernement en RDC, que ce soit en RDC ou au Mali, même les gouvernements ne veulent plus de ces missions. Les populations ne veulent plus de ces missions. Mais bon, il faut maintenant, justement que le bilan est mitigé, il faut maintenant voir comment débrancher le plancher et trouver peut-être une alternative à ces missions-là. Alors, bon, moi je ne suis pas radical, mais quand mon ami dit le bilan est mitigé, peut-être qu'il faut que mon ami... le député nous montre véritablement quel est le bilan. Oui, il faut dire aussi que... C'est-à-dire que les gens, vous êtes là. Non, oui, mais 20 ans, vous l'avez dit, vous-même vous l'avez reconnu. 20 ans de présence en RDC. Je venais de vous dire que Lumumba Kaila a été dégagé. On sait pourquoi. Les Occidentaux, l'ONU. Et c'est de là que quel est le but? Quelle est la paix qu'ils ont apportée? En fait, la mission, c'est d'apporter... Si en 20 ans, parce que le jugement, c'est le résultat. Si en 20 ans, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas raison de dire que le bilan est mitigé. Il n'y a pas de résultat, c'est d'amener la paix. Et c'est même au-delà, vous n'avez pas réussi à amener la paix, mais vous êtes même en train de tuer ces enfants pour lesquels on vous a donné le mandat. Aucun résultat n'est mitigé. Moi, je dis qu'il faut qu'on soit responsable aujourd'hui. Je l'ai toujours dit. Les gens pensent que nous sommes des pauvres en Afrique. Je dis, nous continuons pas à être pauvres parce que nous avons ça dans la tête. En pensant que nous devons être nous-mêmes par les autres. Parce que si les autres ne sont pas là, nous, on ne peut pas exister. Le jour où nous serons capables de dire non, malgré la difficulté, nous devons nous prendre en charge. Vous verrez, les gens ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour leur intérêt. Donc pour moi, particulièrement... l'armée en RDC est aujourd'hui capable de venir au bout des rebelles? Non, mais j'ai dit, les rebelles... C'est notre débat. Oui. Qui crée les rebelles? La question c'est ça. La question c'est pas que... aller sur ce terrain, mon cher ami. Non, mais qui crée les rebelles, si moi j'ai des problèmes, oui, mais c'est comme aujourd'hui, on demande le départ de la MONUSCO. Je vous dis que quand la RDC est rentrée, quand elle a eu son indépendance, aussitôt après, il y a eu des émeutes là-bas. Maintenant, on sait comment les émeutes ont été. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire de ne pas aller sur le terrain. Moi, j'ai les documents, des informations sur mon continent, l'Afrique. Je sais comment l'Afrique est malmenée et je reste convaincu.